Oui, alors bonjour ou bonsoir selon l'endroit et le moment que vous allez écouter ce webinaire. C'est le webinaire donc du mardi. Alors cette fois-ci, nous sommes un mardi pour pouvoir faire ce petit webinaire. Et donc le sujet du jour de ce soir, c'était, j'ai pensé finalement vous parler des annales akashiques parce que bon, on en entend parler depuis quelques temps et c'est un sujet que je trouvais peut-être intéressant à aborder puisque ça nous permet peut-être encore plus de comprendre davantage comment fonctionne le principe de la mémoire, puis comment on peut justement apprendre donc à mieux comprendre les concepts, à mieux se retrouver aussi avec des notions comme celle-là, parce que bon, il y a beaucoup d'éléments dans les écoles ésotériques dont il est question. Et souvent, on les comprend pas très bien parce que justement, on est tout le temps un petit peu en train de se demander qu'est-ce que. Parce que dans un concept théorique, il y a beaucoup de notions. Les annales akashiques, on parle d'un principe que c'est comme un genre de bibliothèque universelle, c'est-à-dire que dans l'univers, on pourrait dire ça comme ceci, on peut rentrer dans une bibliothèque, cette bibliothèque-là a la connaissance universelle. Alors ça, c'est l'image caricaturale qu'on en fait des annales akashiques. Il faut comprendre évidemment que ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques, ce sont finalement le principe intelligent. Le principe intelligent, il y avait Éric Dutheil, par exemple, qui est un physicien qui avait parlé donc de l'univers superlumineux. L'univers superlumineux, c'est l'univers quantique, c'est-à-dire cet univers qui n'est pas accessible à l'œil nu et donc les particules de cet univers-là vont plus vite que la lumière. C'est ce qui fait que moi, je ne peux pas l'observer avec mes yeux physiques. Par contre, à travers justement la pleine conscience intuitive, à travers justement l'utilisation du monde imaginaire, du support imaginaire, du véhicule imaginaire, on peut accéder à cet univers-là, selon moi. Et cet univers-là nous permet donc d'accéder à un univers qui n'est pas accessible à l'œil nu. Et dans cet univers-là, l'information s'accumule sans cesse. Ça veut dire quoi l'information s'accumule sans cesse? Ça veut dire que depuis le début des temps, tout ce qui a pu être vécu par l'être humain, qui a été généré par l'être humain à travers justement un processus inconscient, parce qu'on n'en est pas, rendu là, on n'est tout simplement pas rendu à la conscience de tout ça, mais on génère en nous, en tant qu'être humain, une foule d'informations qui se manifeste à travers le rayonnement ultra ténu de nos cellules. Ce rayonnement ultra ténu des cellules vont donc transmettre de l'information qui peut être énergétique, qui peut être émotionnelle, qui peut être psychologique, qui peut être spirituelle. Et toutes ces informations-là, évidemment, nous allons pouvoir on constate qu'elles s'accumulent d'une façon constante et continue dans cet univers super lumineux-là. Alors pour moi, la définition des annales akashiques se retrouve dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que il est donc possible, en tant qu'être humain, de pouvoir accéder à cet univers super lumineux-là pour justement donc accéder à la connaissance qui existe depuis le début des temps et qui, à travers cette connaissance-là, qui se manifeste depuis le début des temps, ben, à quelque part, elle construit ce que je pourrais appeler des potentiels. C'est-à-dire que le passé est le passé, mais ce passé-là, parce qu'il s'est construit à travers ce processus d'accumulation d'informations, ben les intrications, pourrait-on dire, qui se font à travers cette accumulation d'informations vont faire qu'il y a des potentiels évolutifs, des potentiels futurs qui peuvent être limitatifs ou évolutifs, qui vont se manifester à travers la conscience humaine. Ce qui fait qu'on peut, d'une certaine façon, envisager la possibilité de pouvoir avoir une vision de qu'est-ce que l'être humain est en train de construire collectivement parlant. Et on peut également aussi porter de l'attention vers un individu et évaluer évidemment son champ énergétique à cet individu-là et de constater qu'on peut donc évaluer le potentiel futur de cette personne-là. Tout comme on peut évaluer le potentiel futur d'une collectivité, par exemple les Canadiens, par exemple les Français, les Belges, les Suisses, par exemple. Et on peut également porter attention sur la collectivité humaine qui, évidemment, va, à travers ce magma d'informations mémorielles, va donc générer une certaine forme de potentiel à notre insu, c'est-à-dire que nous, on produit un certain nombre de choses, mais depuis le début des temps, toute cette formation d'informations qui s'est accumulée va donc générer quelque part une forme de tendance. Et c'est cette tendance-là qui va être visible quand on se met en relation avec ce potentiel, quand on regarde cette information qui s'est accumulée à travers les temps et qu'on commence à porter l'attention vers le potentiel futur de la civilisation. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est que ce que je voulais apporter aussi par rapport à cette... alors, s'il y a des questions entre-temps et que des choses que vous ne comprenez pas, bien évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. Ça me fera plaisir de pouvoir clarifier certaines données que je suis en train de vous expliquer. Donc, pour commencer, donc la définition des annales akashiques, pour moi,
C'est celle que je viens de vous nommer, et je sais que c'est pas nécessairement comme ça qu'on le présente, les annales akashiques en général. On a souvent tendance donc à mettre en évidence aussi que dans cette annale akashique, dans ces annales akashiques-là, on a accès à tout. Un peu comme si moi je rentrais dans une bibliothèque et je dirais, ben tiens, j'ai accès à toute l'information, à toute la connaissance. C'est sans doute vrai que j'ai accès à un certain nombre de connaissances dans cette bibliothèque-là physique dont je vous parle, mais je ne peux pas, je vais avoir une somme d'informations gigantesque. Et même si cette information gigantesque est là objectivement dans la bibliothèque physique, dans le monde terrestre dont je vous parle, je vais prendre un livre là-dedans et je vais donc finalement être capable de récolter l'information selon ma propre capacité à interpréter ou à analyser ou à accueillir l'information qui m'est donnée. Ça veut donc dire, ce que je veux vous faire comprendre là-dedans, c'est que quand on pénètre dans le monde subtil et qu'on pénètre dans travers cette fameuse bibliothèque qui sont les annales akashiques, on a inévitablement un regard subjectif, qui est le regard de l'individu qui est ce que je suis. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain degré d'évolution, j'ai un certain degré de développement de mon intuition, qui fait que quand je pénètre dans cet univers subtil-là et que je me dis que je vais pénétrer dans les annales akashiques, ben c'est bien évident qu'on vient de comprendre une chose dans un premier temps, c'est que les annales akashiques ne sont pas un lieu physique. C'est un lieu vibratoire. Ce lieu vibratoire, c'est un lieu quantique qui n'est pas donc localisable et qui n'est donc finalement pas identifiable comme tel. C'est donc simplement cette forme de matrice d'information qui va nous permettre donc de pouvoir justement se dire, ben tiens, j'ai envie de voyager dans une certaine époque de la collectivité humaine pour mieux comprendre cette époque-là, où j'ai envie de m'intéresser à un certain sujet pour mieux comprendre ce sujet-là. Donc, c'est évident qu'à travers ce voyage que je vais faire, je vais donc accéder à des informations qui vont être en accord, pourrait-on dire, avec la capacité que j'ai d'absorber l'information. C'est-à-dire que moi, si je ne suis pas capable d'accueillir l'information dans sa vérité ultime, je vais donc finalement être capable d'en capter qu'une partie. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut se rappeler à travers ce processus-là, c'est que les annales akashiques, ce ne sont pas un espace objectif, c'est un espace subjectif parce que je vais me mettre en relation avec cet univers-là et selon ma capacité à me rendre réceptif à cet univers-là, bien évidemment, je vais pouvoir donc le capter ou pas, justement. Alors, je crois que c'est important de se rappeler cela, parce que trop souvent, évidemment, on a cette tendance à dire, ben moi, je vais dans les annales akashiques. Et là, les gens regardent cette personne-là avec les gros yeux, on se dit, waouh, c'est incroyable. Comme ça, on avait l'impression que parce que cette personne-là a identifié un lieu subtil, qui n'est pas objectivable, qui n'est pas démontrable, comme si cette personne elle a identifié que ce sont les annales akashiques, ce n'est qu'un mot, les annales akashiques. Alors, comment peut-on déterminer que ce sont les annales akashiques? C'est parce qu'on a, nous, reconnu dans notre psyché qu'il y avait un lieu dans le monde subtil qui s'appelait les annales akashiques. Alors, vous comprenez ici qu'on a construit un univers, et cet univers-là qu'on a construit est un univers qu'on a construit pour se référer pour identifier où est-ce qu'on se trouve dans le monde subtil. Sauf que dans le monde subtil, et là, la physique quantique devient vraiment intéressante parce qu'elle nous amène des éléments scientifiques qui démontrent cette réalité-là. C'est pas un lieu localisable. On n'est plus dans un lieu localisable quand on a le monde quantique. Donc, les annales akashiques ne sont pas un lieu localisable et c'est simplement moi, par ma connaissance théorique des annales akashiques et des éléments ésotériques que j'ai pu identifier, qui vont faire que je vais me référer, que je vais comme construire une genre de boussole, mais une boussole qui n'est pas en relation avec une vérité objectivable, mais qui est simplement en relation avec ma volonté à moi de me référer à un univers qui va me permettre justement de pouvoir reconnaître qu'il existe ces fameuses annales akashiques-là. Alors, je ne sais pas si tu as des questions, Sylvie, ou s'il y a d'autres personnes dans la salle par rapport à cette petite présentation que je viens de faire. Parce que là, évidemment, on va aborder un petit peu plus cette vision des annales akashiques en amenant un autre élément que je voulais apporter aussi. C'est que quand on commence à pénétrer dans cet univers de sagesse et d'intelligence, on commence à constater évidemment qu'il y a donc un savoir immensément vaste qui se retrouve dans cet univers subtil. Et ce savoir immensément vaste, on pourrait l'identifier à travers des niveaux de conscience. C'est-à-dire qu'on pourrait reconnaître que selon le niveau de conscience que je me situe dans cet univers-là, je vais donc accéder à des informations qui vont être d'une certaine qualité plutôt qu'une autre. Hein, par exemple, dans le chamanisme, on parlait du monde, le monde souterrain. Hein, on parle on peut voyager donc dans le monde de la terre. Hein, on peut voyager vers le monde du ciel. Hein. Alors, dans ce sens-là, évidemment, dans le chamanisme, on reconnaît quelque part qu'il y a donc un univers
dans la Terre, qui est donc en relation avec une certaine fréquence d'énergie. Reconnaît également qu'on peut travailler avec l'énergie du ciel, qui a donc une certaine autre fréquence d'énergie. Dans la tradition ésotérique, on a identifié 7 niveaux de conscience dans des plans, comme des plans énergétiques, le plan éthérique, qui est un plan, quelque part, qui est relié vraiment à l'émanation biolumineuse de notre vitalité, de toute la dimension santé. C'est vraiment ça qu'on va retrouver dans ce travail qu'on va faire avec le monde énergétique. Ou qu'on appelle l'éthérique, et on va trouver quelque part à travers les plans éthériques 7 chakras, 7 niveaux de conscience associés aux chakras, qui correspondent vraiment à un peu, on pourrait dire ça comme ceci, à des antennes universelles. Ces antennes universelles, à quelque part, nous permettent de constater que des rayons énergétiques se manifestent vers le corps humain et que nous, à mesure qu'on fait un travail sur soi, on est capable de recevoir la vibration, la fréquence énergétique de ces 7 niveaux de conscience-là qui vont favoriser donc la santé optimale dans un contexte de santé. Maintenant, on sait qu'on peut appeler le plan astral. Le plan astral, c'est un autre niveau de conscience dans lequel il y a 7 espaces, 7 niveaux de conscience dans le plan astral et qu'on va constater que donc des mémoires. Alors, les mémoires, quelque part, c'est que depuis le début des temps, l'être humain expérimente un certain nombre de vécus. Et à son insu, l'être humain va donc émettre des émotions avec une certaine fréquence. Et ces fréquences-là, quelque part, vont donc se syntoniser avec des espaces de fréquences communes. Qui va faire que moi, si je veux voyager dans l'un ou l'autre de ces niveaux de conscience-là, vibratoires, bien évidemment, je vais découvrir que le niveau émotionnel, le niveau mémoriel dans chacun des espaces va être différent. Plus je suis dans le dense, moins je suis dans la vibration élevée, plus je vais dans les expériences qui vont beaucoup plus être en relation avec tout l'instinct de sécurité, les pulsions de vie, tout le côté archaïque de l'être humain. On va constater également qu'il peut y avoir aussi toute la notion relationnelle, amoureuse, qui vont se trouver là, le désir de le guerrier, toutes les situations de guerre. Alors ça, c'est à travers un petit peu les 3 chakras que je viens de nommer, qui vont vraiment être en relation avec un grand amoncellement de mémoire, parce qu'il faut comprendre que dans ces 3 univers-là que je viens de vous décrire, si on parle simplement des pulsions animales, l'aspect primitif de l'être humain, si on parle de l'aspect sexuel, par exemple, des relations amoureuses, si on parle de la guerre, bon, on vient de prendre 3 grands pans d'expériences humaines qui sont immensément vastes et qui vont finalement vibrer à des diapasons différents et qui vont faire que nous, en tant qu'êtres humains, quand on aborde ces niveaux de fréquence-là, on accède à des sommes d'informations importantes. Maintenant, moi, en tant qu'être humain, quand j'accède à ces univers-là, il faut comprendre que je vais me syntoniser dans un premier temps avec ce que je suis en résonance. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une mémoire de victime en moi, et je risque de résonner avec des mémoires de victime dans ma relation avec cet univers-là. Donc, au début, je vais finalement être coloré par ma propre énergie. Et à travers le processus de décodage, de déprogrammation et de soins que l'on propose dans la pleine conscience intuitive, on va apprendre donc tout doucement à se libérer progressivement de toute cette programmation qui m'appartient pour accéder davantage à un univers plus honnête, plus objectif plutôt, de ces mondes subtils-là. Et je vais donc pouvoir finalement plutôt être à ce moment-là, pouvoir découvrir l'expérience qui anime la fréquence, par exemple, une fréquence émotionnelle qui se retrouve dans ce fameux plan astral et qui va me permettre donc de pouvoir commencer justement à constater que je peux raisonner avec des émotions qui se trouvent là, mais je peux également accéder à des informations qui me permettent de pouvoir grandir ma conscience par le fait que j'apprends justement à découvrir la richesse, les couleurs diverses des émotions que l'être humain a pu accumuler à travers les temps. Et puis moi, évidemment, à mesure que je me libère de mes résonances, de mes limitations dans ces univers-là, bien évidemment, je commence justement à être de plus en plus en un genre de maître, entre guillemets, de ces univers-là, parce que je peux voyager à travers eux avec une certaine objectivité. Alors, puis évidemment, on va augmenter notre fréquence pour accéder à des niveaux de fréquence plus supérieurs, mais c'est là qu'on va toucher ce qu'on peut appeler le haut astral. Le haut astral va accumuler donc des expériences d'ordre plus spirituel, et d'ordre plus évolué au niveau émotionnel et qui vont souvent être en relation avec des potentiels plus évolutifs et plus positifs. C'est-à-dire que dans les 4 niveaux de conscience qui sont reliés aux 4 premiers chakras, on va souvent être en relation avec des expériences de vie qui vont souvent nous ramener vers une dimension répétitive, humaine, dans laquelle toute la notion dont j'ai parlé tantôt, des instincts de survie, l'aspect amoureux, l'aspect guerre, l'aspect violence, agressivité, toutes les émotions, quelque part, égoïsme, qui sont toutes en liaison avec l'être humain plus primitif. Et puis, quand on atteint les sphères plus élevées, on va commencer à aborder des notions d'information psycho-émotionnelle
plus évolutives, plus intéressantes, à quelque part, parce qu'elles correspondent davantage à une nature mature de l'être humain. Cette nature plus mature nous amène à prendre conscience que l'être humain, à travers les temps, a passé à travers des expériences plus adultes, qui n'ont pas été nécessairement omniprésentes. Hein. C'est pas sans doute que si on fait le tri de toute l'information qui s'est accumulée à travers les temps, on comprend bien quelque part que quand on atteint ces sphères supérieures-là, on comprend quelque part que la charge émotionnelle, la charge mémorielle qui est associée à ces niveaux de conscience-là est beaucoup moins importante que quand on commence à aborder des niveaux de fréquence plus bas, hein, dans lesquels il y a évidemment beaucoup plus d'humains qui ont vécu beaucoup plus de choses à travers les expériences des fréquences plus basses. Donc, je ne sais pas si tu as des questions, alors Sylvie ou d'autres personnes, si tu as des questions par rapport à ce qui est donné comme information, n'hésitez pas. Donc, l'idée du voyage, à ce moment-là, nous amène à prendre conscience que quand je rentre dans ce niveau de conscience supérieure, ben me synthétiser dans un premier temps avec des expériences émotionnelles qui sont en résonance avec moi, et avec le temps, ben, quand je vais apprendre justement à me libérer, à me dégager de ces expériences-là qui sont en résonance avec ma propre vécu, je vais être capable de pouvoir voyager d'une façon beaucoup plus objective dans le niveau de conscience à ce moment-là. C'est là que les annales akashiques, comme on peut les appeler ici, vont nous permettre de vraiment enrichir notre conscience parce qu'on va se libérer de notre expérience de vie pour accéder à des expériences de vie plus vastes et donc de devenir effectivement capable de communiquer avec des sphères de conscience plus évoluées. Et dans le haut astral, on va habituellement accéder à des informations qui vont nous permettre de comprendre justement l'expérience humaine dans un contexte plus spirituel. Donc les êtres qui ont par exemple passé des années des années à faire de la prière, choses comme ça, on va atteindre des niveaux de conscience comme ça qui vont nous permettre donc de pouvoir justement accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Puis évidemment, si on continue notre chemin de la progression humaine, on va commencer à toucher aussi des êtres qui ont atteint l'illumination, qui ont atteint des niveaux de conscience très très élevés et qui vont nous permettre donc de tout doucement d'expérimenter un peu cette expérience-là, de comprendre davantage cette expérience-là, de pouvoir aussi mieux l'intégrer, mieux comprendre comment nous pourrions la vivre, cette expérience-là. Et ça nous permet donc de commencer à appréhender véritablement ce qu'est les annales akashiques. Alors si on va dans le monde mental, si on continue notre réflexion, bien, le mental, c'est donc dire tout le concept des pensées, bien là, on va commencer à pénétrer dans la connaissance humaine, dans le sens plus intellectuel, mais aussi intuitif, parce qu'inévitablement, la connaissance humaine, telle qu'elle s'est manifestée jusqu'à maintenant dans la vie des êtres humains, elle est souvent liée à l'intuition, c'est-à-dire qu'on a des intuitions de départ qui vont faire qu'on va comprendre quelque chose et ensuite on va l'articuler autour d'une pensée intellectuelle. Donc tout le processus du mental, au niveau des annales akashiques, on va retrouver quelque part le monde des pensées plus bas, et les pensées plus instinctives, qui sont moins de qualité, dans lesquelles on va développer des concepts comme le racisme, par exemple, au niveau intellectuel, et puis on va aller vers des niveaux de fréquence plus supérieurs, bien évidemment, on va commencer à toucher des concepts plus proches de la philosophie, des concepts justement de vision humaniste, etc. Donc, vous voyez qu'encore là, cette connaissance, ces annales akashiques-là, ont plusieurs couleurs, ont plusieurs vibrations. Et ce qui est intéressant de comprendre dans tout ça, c'est que quand on arrive à bien développer ce que moi j'appelle la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir me jouer avec les concepts justement intuitifs et ne pas se laisser justement égarer par des conventions trop rigides de notre vision de l'intuition et de commencer à accepter justement de pénétrer dans ce monde imaginaire dans lequel on constate que ce monde imaginaire-là est porteur d'une sagesse et d'intelligence qui nous amène à se laisser porter par une conscience qui va nous soutenir puis qui va nous amener donc à évoluer. Bien, je pense que c'est là qu'on commence vraiment à se rendre compte qu'on est en train d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Par rapport à cette énergie-là, donc, des annales akashiques, vous avez vu qu'on a donc compris quelque part qu'il y avait donc un univers énergétique dans lequel il y a des flux d'informations qui vont circuler, qui vont nous permettre donc de comprendre, nous, en tant qu'êtres humains, quelles sont les 7 couleurs énergétiques, pourrait-on dire, avec lesquelles on est en interaction et de quelle façon qu'on peut mieux gérer, mieux collaborer pour qu'elles puissent nous amener à la santé d'une façon individuelle, mais aussi d'une façon collective. Ensuite, évidemment, les 7 plans de conscience émotionnelle, psycho-émotionnelle, qui touchent vraiment donc l'aspect plus des émotions. Puis, il y a carrément ensuite l'aspect plus mental, qui va nous amener vraiment vers le concept de la pensée intellectuelle et qui va nous amener justement de quelle façon que l'être humain a construit le monde de la pensée à travers 7 niveaux de conscience de la même façon. Et évidemment, si on aborde l'aspect spirituel, ben, on va constater qu'au niveau de l'annale akashique, il y a 7 finalement niveaux de conscience spirituelle qui nous permettent donc de véritablement expérimenter l'univers spirituel à travers 7 couleurs différentes.
Alors, c'est sûr que ces 7 couleurs-là vont nous amener à travers donc des concepts de la spiritualité, de la religion, dans lesquels on va constater que plus on élève notre conscience vers le supérieur, mais plus évidemment on accède à une vision de la divinité dans le sens de l'unité, de s'unir avec elle. Mais si on est à nouveau la fréquence le plus bas, on va constater qu'on est davantage en relation à ce moment-là avec la planète Terre, avec la beauté de la vie sur Terre, avec l'intelligence qui anime la Terre. Et dans ce sens-là, on reconnaît quelque part qu'il y a une forme de divinité dans la Terre. Donc, vous voyez que le niveau de fréquence le plus bas de cette dimension spirituelle, c'est certainement celui où on reconnaît quelque part la beauté de la vie sur Terre, de l'intelligence des cycles de la vie, et qu'on atteint des niveaux vraiment très, très, très élevés. Mais là, on est vraiment en relation avec l'unité universelle, et on n'est plus dans un processus d'incarnation, mais dans un processus d'unité avec l'univers dans une dimension vaste. Donc, on comprend que les annales akashiques, c'est ça un petit peu le voyage dans lequel de façon très, très, évidemment, très synthétique, ce que je vous présente là, mais c'est pour vous montrer quelque part que dans ce voyage-là, il y a vraiment une possibilité d'accéder à tout ça, finalement, et que l'intérêt là-dedans, c'est surtout pas de ne pas se limiter par des concepts intellectuels, mais de jouer avec les concepts intellectuels pour comprendre que les concepts intellectuels vont nous servir dans la pratique intuitive parce qu'ils vont nous permettre de nous orienter, de nous guider pour nous syntoniser à quelque chose. Par exemple, si je veux aller voir des mémoires d'autres vies, ben je peux m'informer, me connaître mieux l'expérience de mémoire d'autres vies, de l'histoire humaine, en me syntonisant à des époques, par exemple. Alors ça, c'est une façon de voyager. Je peux également aussi me mettre en relation avec des êtres divins, comme Bouddha, par exemple, ou Jésus, pour commencer à me syntoniser avec eux, mieux comprendre l'information qui est là. Alors cette information va m'être donnée en syntonie avec moi, c'est-à-dire en résonance avec qui je suis. Et avec le temps, bien évidemment, plus je vais arriver à être dans une position de verticalité, dans laquelle je ne serai pas dans un processus de résonance, plus évidemment, je vais être capable d'accéder à la vérité dans le sens objectif du terme, un peu comme si je devenais Dieu. Hein, ça, c'est dans un contexte, évidemment, que j'ai atteint une certaine forme de démarche spirituelle très, très évoluée, pourrait-on dire ça comme ça. Donc, vous voyez que les annales akashiques ont donc toute cette couleur-là, toutes ces particularités-là, qui vont nous permettre donc de mieux comprendre justement tout ce que nous avons vécu à travers l'histoire humaine et de le comprendre non pas intellectuellement, non pas à travers des livres, mais à travers une expérience. Alors cette expérience-là n'est pas objective dans le sens universelle du terme, mais est objective dans le sens qu'elle me permet, moi, de cheminer sur ma propre vérité, ma propre connaissance, ma propre compréhension, et me permet donc d'évoluer, de progresser pour élargir ma conscience, élargir mon point de vue. Alors c'est là que ça devient fort intéressant que les annales akashiques, parce que justement, cette forme d'univers super lumineux dans lequel l'intelligence baigne, nous permet donc de pouvoir constater que cet univers-là nous transmet, nous montre des énergies avec lesquelles nous avons un travail à faire. Alors, très souvent dans l'intuition, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est de prendre ces énergies qui se manifestent à nous en se disant c'est la vérité. Alors que ce que je viens de vous dire, c'est que ces énergies qui se manifestent à nous ne sont pas la vérité. Elles sont le reflet de ce sur quoi nous avons à faire un travail sur soi au départ. Et avec le temps, on va arriver à se dégager, à se libérer pour justement élargir notre champ de conscience puis se rendre compte effectivement qu'on peut être libre en quelque part de ce besoin que l'on a de raisonner avec des énergies parce qu'on n'est plus dans un processus de résonance, mais plus dans un processus d'alignement à ce moment-là. Et c'est là qu'on arrive justement à accéder à des informations beaucoup plus riches et beaucoup plus vastes, je dirais cela. Donc, maintenant, le dernier élément que je voulais aborder avec vous pour les annales akashiques, c'est comment faire pour communiquer avec les annales akashiques. C'est quoi le moyen? Alors, évidemment, à travers la pratique intuitive que je vous ai proposée, on a pu voir effectivement que dans l'enseignement, que ce soit dans la formation personnelle ou professionnelle, on cherche à élargir toujours le point de vue avec plein d'applications différentes de l'intuition. Hein, on aborde l'aspect énergétique, les chakras, l'aura, les fascias. On aborde également le corps humain. Donc, dans un premier temps, on aborde vraiment l'aspect plus physico-énergétique. Après ça, on touche l'aspect plus psycho-émotionnel. On va parler des sous-personnalités psycho-énergétiques associées au chakra. On va parler également des mémoires, des programmations de mémoire par rapport à l'histoire passée, présent et futur. Deux gros volets qui vont toucher vraiment l'aspect plus psycho-émotionnel. Puis ensuite, on va aborder l'aspect spirituel avec l'alignement au soi supérieur et des programmations par les guides, par exemple. Donc, on voit ici que à travers ce processus-là, on apprend justement à élargir notre champ de conscience, puis apprendre donc à différencier ces trois univers-là que je viens de nommer. Et ça, ce sont évidemment des mises en scène qui sont associées à ça. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis pas, bien là, on va aller dans le monde énergétique. Et pour aller au monde énergétique, vous allez prendre votre voiture, vous allez faire 3 km par-ci, 3 km par-là, puis vous êtes arrivé. Mais non, ça ne marche pas comme ça.
Alors, ça veut donc dire que dans l'univers quantique, il n'y a pas d'espace, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'espace physique et il n'y a pas d'espace subtil non plus. C'est comme on est en relation avec un univers. Et cet univers-là, quelque part, lorsqu'on accepte justement de le reconnaître, ben, on comprend que notre intention, notre conscience nous permet de voyager dans ces univers-là et de nous syntoniser à chacun d'eux. Alors, c'est important ce que je viens de vous dire parce que très fréquemment, on a tendance à quelque part à attendre un peu comme ok, je vais essayer de communiquer avec l'anal akashique, puis quand j'ai trouvé l'anal akashique, on a l'impression d'avoir trouvé le lieu en question. On a trouvé géographiquement l'endroit où se trouvaient les anal akashiques, puis là, on est content. On a l'impression qu'on va accéder à l'intelligence universelle de l'être humain. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire que quand moi, je me remets en résonance avec cette connaissance-là, cette résonance-là va me demander à quelque part à moi d'accepter de pénétrer dans l'univers d'intelligent et d'accepter effectivement de quitter à quelque part les limitations que j'ai construites moi de mon côté pour accéder d'une façon de plus en plus large avec la sagesse intelligente. Donc, le jeu pour accéder aux zones akashiques, c'est un jeu de mise en scène. Alors, quand on regarde la formation telle que je vous la propose, c'est une série de mises en scène que je vous propose de faire pour pénétrer dans divers univers, dans diverses énergies, de communiquer avec diverses choses, pour vous amener à prendre conscience que le monde imaginaire, le véhicule imaginaire vous permet de voyager. Et ce voyage-là, plus il est large, plus il vous libère effectivement de ce que vous connaissez, mais plus évidemment, il vous donne accès à cette sagesse intelligente qui est présente dans le subtil. Et plus vous touchez les annales akashiques à ce moment-là, plus vous êtes capable de toucher cet univers-là et capable de percevoir, de le ressentir, de le voir, de l'entendre, d'être capable de vous enrichir de celui-ci. Alors, c'est ça un petit peu l'objectif que je cherche, moi, à mettre en place dans l'enseignement. Et c'est pour ça que j'avais peut-être envie de vous parler un petit peu des annales akashiques pour simplement vous témoigner de cette réalité-là, quelque part, puis peut-être faire des liens avec ce que vous expérimentez à travers l'enseignement pour être en mesure peut-être de mieux cerner de quelle façon qu'il est possible justement de pouvoir intégrer la notion des annales akashiques dans la réalité de l'enseignement qui est proposé, puisque moi je n'utilise pas cette terminologie annales akashiques dans l'enseignement pour la simple raison que moi j'ai choisi de ne pas utiliser de termes qui n'étaient pas en harmonie à quelque part avec l'expérimentation. C'est-à-dire que moi, quand j'expérimente des choses, je vois qu'il y a un univers énergétique, je vois qu'il y a un univers psycho-émotionnel, je vois qu'il y a une énergie mentale, je vois qu'il y a une énergie à quelque part un lieu spirituel. Et à travers ces lieux-là, quelque part, moi, je suis capable de les nommer. Quand j'utilise le mot annales akashiques, pour moi, c'est une terminologie qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas expérimentée pour moi. C'est un terme que je peux très bien comprendre puisqu'on en a parlé aujourd'hui et que je peux très bien présenter. Mais souvent, le terme, pour moi, fait appel à notre imaginaire. C'est ça que je veux faire comprendre, c'est que quand ça fait appel à notre imaginaire, on a déjà une construction dans notre imaginaire de ce que c'est. Et c'est là que c'est un piège, parce que comme on a l'impression de savoir ce que c'est, on ne se donne pas la permission d'ouvrir notre champ de conscience à ce que c'est réellement. On se limite à ce que nous, on a compris que c'était, parce que justement, il y a des gens qui ont manifesté théoriquement des informations à ce sujet-là, puis qui nous ont gardé un peu dans une espèce d'impression qu'on savait ce que c'était, mais qu'on n'avait pas expérimenté ce que c'était. Et c'est souvent le piège qu'on retrouve dans cette démarche-là. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous témoigner par rapport à cette petite réflexion sur les annales akashiques. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a Sylvie qui est là, il y en a peut-être d'autres. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez peut-être des questions également sur la pratique personnelle ou professionnelle ou sur votre vie personnelle. Donc, allez-y. C'est le moment pour vous de pouvoir me partager ce que vous avez envie de partager et que ce soit, quel que soit le sujet, vous avez la pleine liberté pour pouvoir le faire. Alors, je vous laisse y aller. Alors évidemment, s'il n'y a pas de questions, pas de réflexion, bien évidemment, je vais simplement euh, arrêter le petit webinaire. C'est pas plus grave, hein, c'est simplement que quand il y a des gens qui sont là, bon, les webinaires peuvent durer, donc ça varie hein, entre 1 heure et ça peut, à peu près. Quand je libère des mémoires par la déprogrammation, là c'est pas complet France, donc je peux pas répondre à grand chose à ce que tu me racontes là. Donc j'attends que tu me complètes, France, pour que je comprenne mieux. Parce que là, tu me dis quand je libère des mémoires par la déprogrammation, et là, je vois pas la suite. Est-ce qu'il y a un ressenti? Je prends un certain temps avant de te répondre à cette question-là pour simplement je prends le temps de réfléchir sur ce que
Oui, bon, là c'est un peu plus clair. Donc, est-ce qu'il y a un ressenti physique lors de la libération? C'est-à-dire que, logiquement, quand on fait un travail de libération des mémoires par la déprogrammation, logiquement, il y a un sentiment de bien-être qui va en résulter. Un sentiment de bien-être, c'est un sentiment de réunification, un sentiment plaisant, agréable, qui nous donne le sentiment qu'on a fait quelque chose. Et c'est tout à fait normal. Si tu me disais, ben moi je fais de la déprogrammation, puis je ne ressens absolument rien, je ne vois absolument rien, je le fais, puis c'est rien qui se passe, ben moi je te dirais, ça marche, ça fonctionne pas. Parce que l'acte de soin, si je fais un soin sur moi et que je ne ressens absolument rien, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que le décodage intuitif, c'est une façon de connaître les choses. Maintenant, quand on fait un soin ou quand on fait la déprogrammation, c'est une façon de se soigner. Donc, le décodage intuitif ne va pas nécessairement nous amener à plein de ressentis, mais ça peut arriver, évidemment, puis à plein de bien-être aussi. On peut se sentir beaucoup mieux parce qu'on comprend les choses, mais on peut aussi avoir simplement accès à une connaissance par le décodage intuitif. La déprogrammation et les soins, c'est vraiment un ressenti et un sentiment de bien-être normalement qui va en résulter. Quand ce n'est pas le cas, ben, il y a quelque chose qui m'apparaît pas cohérent parce que c'est une action thérapeutique que l'on fait, donc c'est normal qu'on en ressente les bienfaits. Et si on n'en ressent pas les bienfaits, c'est là qu'il y a certainement une occasion pour questionner justement ce qui se passe, pour être en mesure de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est pas tout à fait, ça ne serait pas logique en fin de compte qu'il n'y ait pas de ressenti de bien-être associé à cela. Joanne qui me dit Allô Sylvain, j'ai une connaissance qui présentement vit certains symptômes physiques où elle n'a plus de sensation au niveau de ses petits pieds, doigts, mains. Puis-je l'aider et comment? Bien sûr que tu peux l'aider et j'aurais envie de te dire comment tu pourrais l'aider. Maintenant, si tu me poses la question, c'est parce que tu n'en as peut-être pas d'avis à ce sujet-là. C'est ce que je comprends par le fait que tu me poses cette question-là. Mais je te dirais que la première chose qu'on aurait à faire logiquement, dans un cas où quelqu'un n'a plus de sensation au niveau de ses pieds, de ses doigts et de ses mains, la première chose qui serait à faire, ça serait simplement donc de porter l'attention vers ces régions-là. Alors, moi je te dirais, premièrement, je te dirais technique du projecteur sur le champ énergétique de la personne globalement, faire une vision globale d'elle. Oublie ce qu'elle te parle de ces symptômes-là, oublie-les pendant cette période-là. Accepte de voir globalement la personne et prends le temps de te laisser guider par qu'est-ce que tu perçois, ce que tu vois, ce que tu entends, pour questionner ce qui est là. Ça, c'est une vision globale que tu vas avoir, et cette vision globale, elle est toujours très intéressante parce que, justement, quelqu'un arrive souvent avec cette notion de symptômes. Ah, j'ai tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Et le rôle, et souvent, qu'est-ce qui va arriver avec le thérapeute intuitif qui va se laisser guider par son partenaire, c'est qu'il va se sentir obligé d'aller voir les endroits où se trouve le problème, puis il va négliger, on pourrait voir ça comme ça, la vision globale. La vision globale, qu'est-ce que c'est? C'est l'état énergétique dans lequel la personne se trouve. Donc, si elle dit qu'elle ne ressent pas, par exemple, ses pieds, ses mains, sans aucun doute, en quelque part, que ça va se manifester dans la globalité parce qu'il y a une dynamique psycho-énergétique globale chez cette personne-là, et sans doute que cette dynamique psycho-énergétique globale-là va avoir un impact sur ses pieds, sur ses mains, et sur ses doigts. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, donc, de chercher à bien mettre en évidence ça. La deuxième chose aussi, il faut bien comprendre, Joanne, par rapport à une situation comme celle-là, c'est de comprendre est-ce que cette personne-là prend une médication. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a des médications allopathiques, par exemple, puisqu'on sait que la médication allopathique peut avoir, donc, des symptômes, c'est-à-dire, il peut y avoir, donc, des réactions lorsqu'on prend des médications allopathiques qui peuvent être particulières, comme celles que tu me décris. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'elle est suivie par un médecin? Parce qu'encore une fois, c'est le fait qu'elle n'ait plus de sensation de ses pieds, de ses doigts et ses mains. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est engourdie, ses pieds, ses doigts, ses mains? Parce que si elle n'a aucune sensation, ça veut dire quoi? Alors, c'est là que toi aussi, tu dois être capable donc de comprendre la situation énergétique, être capable de la guider à personne, mais tu dois être capable aussi de poser un regard sur cette personne-là, savoir, bon, est-ce qu'elle prend la médication allopathique, et si elle en prend, si c'est de la médication lourde, il peut y avoir plein de réactions qui sont là, et ça peut donc être occasionné par ça. Est-ce que ça veut dire que tu peux rien faire? Oui, tu peux quand même faire quelque chose, mais le fait de savoir que cette personne prend de la médication, déjà, ça change un petit peu la donnée par rapport à la façon que tu vas intervenir, parce que tu comprends évidemment que dans un premier temps, la médication a donc un impact sur son corps. Tu peux donc soigner le corps quand même, mais tu vas avoir cette conscience-là. Alors ça, c'est une chose. Après avoir pris la globalité de la personne, ce que tu pourras faire, bien évidemment, c'est de prendre le temps de porter ton attention maintenant sur les régions concernées pour aller un peu plus loin.
Ça, ce serait l'autre façon de progresser qui pourrait être intéressante. Donc, de faire décodage des programmations et soins au niveau des pieds et des mains. Puis ensuite, moi, je te dirais qu'au niveau du soin, je ferai un soin global, sans doute pour une première fois, avec une personne comme ça. Parce qu'évidemment, les pieds, les doigts, les mains sont des endroits très localisés, on est d'accord, sauf qu'inévitablement, ça touche le corps. C'est-à-dire que les pieds, c'est les extrémités, les mains, ce sont les extrémités. Donc, inévitablement, il y a quand même quelque chose à aller voir aussi en globalité et de faire un soin global. Ce serait une façon intéressante peut-être de commencer à regarder cette personne-là, voir comment elle réagit à un soin plus global. Tu vois, donc, alors tu dis, elle n'a aucune médication, aucun diagnostic médical pour l'instant, elle attend de voir un neurologue et ça peut prendre quelques mois. Donc, je te dirais, moi, que sans aucun doute, c'est ce que je viens de te dire, un petit peu qui serait la logique dans des situations comme celle-là, et surtout d'être attentif à comment elle réagit aux soins quand tu entreprends le soin, mais aussi de vraiment, toi, t'attarder à c'est quoi que moi je perçois, c'est quoi la globalité psycho-énergétique de cette personne-là, c'est quoi la dynamique dans laquelle elle se trouve, et ensuite de vraiment faire un travail sur la globalité pour chercher à rétablir le plus possible, et après ça, à mesure que l'énergie circule mieux dans son corps, en aller de plus en plus vers la localisation, c'est-à-dire vers des problématiques plus spécifiques. Et évidemment, bon, là, je te dis vraiment tout ce qui peut être fait. Après avoir fait ça, moi, je te dirais que l'autre option, ça serait vraiment de faire de l'accompagnement. Mais l'accompagnement, vous ne l'avez pas encore vu, mais dans l'accompagnement, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on amène la personne à devenir justement à participer au travail, c'est-à-dire qu'on l'amène justement à porter sa conscience dans les régions concernées, ce qui peut être très intéressant, parce que ça veut donc dire quelque part qu'on lui donne l'opportunité de devenir consciente de ce qui anime son corps, et dans certains cas, ça peut être fort intéressant. Alors ça serait l'aspect qui serait aussi intéressant à mettre en place par rapport à une situation comme celle-là. Mais là, ça se fait en progression. Là, je ne te dis pas que ça va se faire en une consultation, tout ce que je viens de te dire, mais ce serait une façon de procéder. Sylvie qui me dit comment traduire des moments de la journée où je n'ai plus d'énergie d'un seul coup. À quoi cela peut-il être dû? Moi, je te dirais, Sylvie, que ça peut être dû, entre autres, à des moments, tu vois, comme des moments où on fait une journée et on a une planification de notre journée, on a une vision de la journée, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on veut, etc. Et finalement, on constate justement euh, qu'on est comme un peu comme une surprise, on est comme un peu surprise, parce qu'on a beau vouloir faire notre journée comme on l'entend, comme on le veut, mais à un moment donné, on constate justement que ça ne se produit pas comme on le voudrait, comme on le veut. Et à ce moment-là, c'est possible que dans des moments où on est surpris, c'est-à-dire qu'on est surpris par la journée, par ce qui se passe, parce qu'on n'avait pas l'impression que c'est ça qui allait se passer, bien effectivement, on peut se sentir découragé, parce que c'est un peu comme quelqu'un qui se dirait, mais à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, ça ne marche pas. À chaque fois que j'essaie de mettre en place quelque chose, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai l'impression que ça serait peut-être ça un petit peu celui que je te dirais par rapport à ça, c'est que ces moments où tu peux sentir qu'il n'y a plus d'énergie d'un seul coup, c'est peut-être parce que justement, tu avais une ambition dans ta journée, une volonté de réaliser quelque chose, et que finalement, tu te rends compte à quelque part que cette réalisation-là, ben, elle n'a pas été, on n'a pas réussi à l'accomplir, on n'a pas réussi à la réaliser, et là, évidemment, une déception, et c'est là, évidemment, qu'on ne sent plus l'énergie, qu'on perd le sentiment d'énergisation, parce qu'on a l'impression, effectivement, qu'on a tout fait ça pour rien, en fin de compte. Alors moi, c'est un petit peu comme ça que je te dirais ça, Sylvie. Tu peux me revenir là-dessus pour qu'on approfondisse. Il y a Joanne qui me revient, qui me dit dois-je la rencontrer en personne ou la voir sur un écran? Mais ça, Joanne, je vais dire ça comme ceci, c'est-à-dire que quand on a le choix, rencontrer une personne sera toujours bienvenue parce qu'on est humain, parce que quelque part, la relation humaine, elle est riche. C'est bien évident qu'avec Skype, on a quand même la possibilité d'avoir une certaine relation humaine avec les gens. On les voit, on est capable d'interagir avec eux, donc c'est intéressant aussi. Mais à choisir pour le soin, on devrait habituellement toujours choisir le soin en présence. Il y a très peu de guérisseurs qui ont valorisé le soin à distance à un point de dire ben moi j'aime mieux faire des soins à distance que des soins en personne. Il y a Harry Edwards, qui est un guérisseur anglais qui était assez populaire, qui avait vraiment choisi de faire un soin à distance parce qu'il n'était pas à l'aise avec des soins en présence. Mais en général, les gens préfèrent des soins en présence quand ils le peuvent. Donc, c'est à toi de voir maintenant qu'est-ce qui est possible. Si c'est pas possible de l'avoir en personne, parce que ça demande c'est trop compliqué, ben tu peux le faire à distance. Mais l'important, Joanne, c'est toujours la même chose. L'important, quelque part, c'est pas tu me dis, dois-je rencontrer en personne ou sur un écran? Moi, je te dirais quelque part,
ben, est-ce que tu es capable de le faire sur un écran aussi bien qu'en présence, en personne? Ça serait la première question à te poser, Joanne. La deuxième chose, c'est est-ce que tu te, qu'est-ce que toi tu as envie, toi? C'est ça, je pense, qui est important dans un premier temps, c'est que tu te donnes les meilleures conditions possibles pour que toi tu le fasses, parce qu'actuellement, bon, tu le fais dans un contexte d'apprentissage. Donc, c'est important quelque part que tu te donnes les meilleurs moyens pour pouvoir vivre l'expérience de la façon la plus efficace possible. Alors, si tu ressens le besoin, les meilleures conditions, en quelque part, c'est en interaction avec la personne pour lui dire qu'est-ce qu'on perçoit, etc. Ça, c'est le meilleur moyen. Maintenant, si on peut le faire par Skype, on peut le faire à distance, on peut le faire par téléphone, c'est là qu'on doit vraiment arriver à une certaine forme de confort aussi dans la pratique. C'est ça que je dirais, Joanne, à ce niveau-là. Lorsque tu parlais tantôt d'analyse akashique, peut-on s'en servir s'il y a une génétique de colère dans la famille? Toi, là, Joanne, tu me poses des questions. J'aurais le goût de te dire, les analyses akashiques, c'était un mot. Alors, quand tu me dis, est-ce qu'on peut s'en servir s'il y a une génétique de colère dans la famille? C'est sûr que oui. Bien sûr que oui. Pour la simple raison que, sans parler de l'analyse akashique, on peut très bien, quelque part, on l'a vu, travailler sur les mémoires cellulaires associées donc à la colère dans la famille de la personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un travail sur la génétique, sur la mémoire familiale de la personne? On travaille sur les analyses akashiques. Les analyses akashiques, qu'est-ce que c'est? C'est l'univers superlumineux dans toute sa splendeur. Ça veut donc dire que c'est là que s'accumule de l'information sans cesse. Ça veut donc dire quelque part qu'à partir du moment que je fais un travail sur une personne et que je fais un travail intuitif sur une personne et que je perçois des choses dans son champ subtil, je suis en relation avec les zones akashiques. Par contre, je ne suis peut-être pas capable de voir la globalité des zones akashiques. Je suis peut-être capable d'en voir qu'une partie. Et ça, quelque part, c'est là que c'est important d'avoir une forme d'humilité là-dedans et de chercher à développer une humilité là-dedans pour pas commencer à raconter n'importe quoi et n'importe comment les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont souvent mécomprises par rapport à ça. Et je pense que c'est important, quelque part, de parler d'une façon mûre, je dirais, mature par rapport à ces phénomènes-là, plutôt que de commencer simplement, bon, à dire, ben, je vois les analyses akashiques, ou tu vois quoi des analyses akashiques? Si tu en vois 1%, ben, tu vois les analyses akashiques, mais tu vois 1% des analyses akashiques. Si tu en vois 10, ben, tu en vois 10, et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose là-dedans une forme de maturité, une forme de rigueur, je le dirais aussi, et d'honnêteté également, qui est importante aussi à manifester. J'ai commencé le commencement de ton explication, c'est pourquoi je te pose cette question. Bon, je ne comprends pas ton commentaire, Joanne. J'ai commencé le commencement de ton explication, c'est pourquoi je te pose la question. Je ne comprends pas très bien. Si tu veux me préciser, c'est pour toi. En fait, c'est l'énergie qui s'en va d'un seul coup et pas spécialement en fin de journée. Ça m'occasionne une grande fatigue comme vidée. Mais moi, c'est ça que je te disais, Sylvie, c'est que c'est pas nécessairement en relation avec la fin de journée ou le début de la journée. Pour moi, c'est le moment. Le moment, c'est quelque part, c'est que quand on a une envie à quelque part que les choses se passent bien, qu'on voudrait quelque part que les choses se passent bien, puis qu'on a une certaine appréhension ou même une forme d'idéalisation de ce qui devrait se passer, et que ça ne se passe pas comme nous on le voudrait, ben moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'impuissance qui en résulte. Et c'est peut-être là qu'il pourrait y avoir ce sentiment de grande fatigue dont tu me parles, Sylvie. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, mais tu peux me revenir également là-dessus. Joanne, il n'y a aucun problème pour ton retard. C'est pour ça que, OK, quand j'ai commencé le commencement de ton explication, OK, d'accord. Donc, c'est pour ça que D'accord, je comprends mieux, Joanne, mais c'est pas plus grave. Là, les retards, ça fait partie de la vie, comme on dit. France me dit, il faut toujours tenir compte des perturbations lors du décodage des formations et soins, et on va jusqu'où pour la libération. Bon, on va jusqu'au moment où la libération se fait. Et cette libération, elle se fait à quel niveau? Mais elle se fait au point de vue énergétique, elle peut se faire au niveau psycho-émotionnel, elle peut se faire au niveau mental, et elle peut se faire au niveau spirituel, ou elle peut se faire dans tous les aspects. Donc, c'est évident que tout le travail de décodage des formations et soins va nous mettre en contact inévitablement. On va partir d'une limitation pour accéder naturellement, normalement, à un potentiel évolutif. Ce potentiel évolutif, c'est un potentiel futur où on voit notre partenaire dans un sentiment de bien-être, où on se voit nous-mêmes dans un sentiment de bien-être. On voit quelque part quand on est équilibré, on ressemble à qui on est véritablement et on se voit dans cette démarche-là. C'est ça qui va faire qu'on va être capable d'accompagner une personne dans une démarche de guérison, c'est que parce qu'on va comprendre que quand on fait un décodage des formations et soins, on l'amène, cette personne-là, à vraiment se mettre en relation avec son potentiel évolutif, plutôt que de se limiter, de s'identifier à ce processus de limitation. Alors, c'est ça un peu que je dirais par rapport à ça.
Ben, France, 2 ou 3 séances, moi je te dirais quelque part que, je vais donner des exemples de ça, il y a des thérapies où on propose des séries de 15 séances. 15 séances, pourquoi on va faire ça? C'est 15 séances parce qu'on va reconnaître à quelque part que pour faire un travail en profondeur, on va demander aux gens de s'engager pour 15 séances. Alors, ça, c'est une façon de faire. OK, les thérapies qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, ben voilà, on va comment. Moi, ce que j'aime bien, moi, personnellement, c'est de dire, ben voilà, j'engage la personne, ça lui fait un suivi avec moi de 5 consultations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5 consultations. La première consultation, c'est une rencontre bilan. Et la 5e consultation, c'est une rencontre genre de conclusion. Mais entre, donc, il y a 3 autres consultations qui vont servir à faire un travail plus approfondi. C'est évident que vous, actuellement, avec le programme de formation que vous avez jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être pas tous les outils pour comprendre toutes les possibilités. Mais c'est certain que quelqu'un qui veut faire une démarche plus approfondie, qui veut faire une démarche plus en profondeur, vous pourriez aller très très loin dans une démarche avec une personne. Maintenant, actuellement, par contre, vous êtes plus limité dans le décodage des informations et soins à faire donc une lecture intuitive, à faire un soin. C'est plus à ce niveau-là que ça s'arrête. Mais il y a d'autres outils qui sont donnés dans les formations qui vous permettent de pouvoir être capable de vraiment enrichir de beaucoup la pratique et d'amener votre partenaire à vraiment prendre conscience de toutes les possibilités euh, qui anime son être et toutes les possibilités que vous avez à lui proposer également. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais il y a 5 spécialisations dans la formation. Alors, vous, actuellement, ceux qui sont en formation professionnelle présentement, vous avez 2 spécialisations que vous êtes en train de faire en même temps. Et, mais en fait, il y en a 5. Donc, vous avez 3 autres spécialisations qui ne sont pas encore vues. Donc, c'est certain qu'à travers les 5 spécialisations, vous avez une somme d'outils qui est assez importante à ce moment-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'ai travaillé sur une personne et il y avait un début de libération. Mais tant mieux, France. Maintenant, la libération, quelque part, c'est quelque chose de relatif parce qu'on peut libérer quelqu'un après 3 séances, par exemple, et après les 3 séances, constater que cette libération-là a entraîné un nouveau mouvement de vie et que ce nouveau mouvement de vie amène la personne justement à ressentir le besoin de continuer, de poursuivre les consultations avec nous parce qu'elle a un manque d'intégration de la nouvelle énergie qui se manifeste en elle, par exemple. Tu vois, alors, c'est pour ça que je te dis que moi, je dis une série de 5 consultations avec ensuite où on réévalue à quelque part où est-ce qu'on en est et vers quoi on veut aller pour remettre 5 consultations de nouveau en place, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que moi, je procède. Et c'est comme ça que je propose que vous faisiez les choses parce que 15, comme je disais, il y a des thérapies qui vont demander 15 consultations, un engagement de 15 consultations, mais moi, je trouve que cet engagement-là, effectivement, est limitatif et c'est pas tout le monde qui va pouvoir, effectivement, se permettre de se lancer en 15 consultations, surtout aujourd'hui avec la vie où tout va très vite. 5 consultations, c'est un bel engagement qui peut être proposé à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Comment fait-on? Pourquoi France? Parce que je ne comprends pas tes questions. Comment fait-on pour lire dans le champ énergétique? Alors, France, tu suis une formation avec moi ou pas? OK. Euh, je te demande parce que cette question que tu me poses m'interpelle parce que ça veut dire finalement, tu en es rendu où dans la formation? À quel endroit tu es dans la formation, France, juste pour que je comprenne? OK. C'est dans la formation personnelle, toi, je pense, c'est ça? Ou professionnelle également? OK, personnelle donc. Quand tu me dis comment fait-on pour lire dans le champ énergétique, est-ce que tu veux dire sur toi-même ou sur une autre personne? Sur un partenaire? Sur toi-même?
quand tu dis plutôt détecter les mémoires, tu parles de faire un travail sur toi-même ou un travail sur un partenaire? OK, donc c'est une autre et sur toi, OK. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je te fais parler, là, parce que la question que tu me poses, je te dis très franchement comment je me sens par rapport à ça, c'est un peu comme le sentiment avec les deux bras qui me tombent. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout l'enseignement repose sur ce que tu poses la question. Alors je me dis, si tu suis l'enseignement et que tu me poses cette question-là, ça veut donc dire quelque part qu'il y a quelque chose que tu n'as pas intégré. Parce que tout l'enseignement repose sur comment justement lire le champ énergétique. Donc c'est pour ça que j'essaie de comprendre le sens de la question, parce que quand on dit par exemple que tu es dans la déprogrammation de la mémoire cellulaire, ben dans cet enseignement-là, on apprend à voyager dans le passé, présent et futur. Et qu'est-ce qu'on fait en allant dans le voyage dans le passé, présent, futur? Ben, on apprend justement à rentrer dans ce champ de conscience-là humain et on apprend à voyager grâce au support imaginaire pour aller chercher des mémoires sur le passé, présent et futur sur toi-même. Alors c'est certain qu'en le faisant sur toi-même, tu pourras avoir moins l'impression peut-être de travailler sur le champ subtil, mais ça ne demeure pas moins que si tu faisais sur quelqu'un d'autre, ça serait pas mal la même chose que tu aurais à faire, puis ce serait un peu la même démarche qui serait à faire aussi. Alors, faire un travail sur soi, faire un travail sur un partenaire, c'est simplement un point de vue différent, en fin de compte. C'est-à-dire que quand on fait sur quelqu'un d'autre, on porte notre attention vers quelqu'un d'autre. Quand on le fait sur soi, on porte notre attention vers soi. C'est à peu près ça la différence. Et le jeu imaginaire qui va nous permettre de nous sentir à l'aise dans le travail personnel et le travail professionnel, c'est simplement la capacité que l'on a de faire confiance à cette interaction que l'on a avec le corps de notre partenaire, notre corps à soi. Alors, quand tu me dis comment peut-on lire dans le champ subtil, ben quelque part, je te dirais, revise tous les enseignements qui t'ont été donnés. Dans l'introduction en ligne, on te montre comment faire des lectures intuitives avec la technique de l'accueil, par exemple. Là, je te parle de toi, mais aussi d'un partenaire. On te montre comment faire pour prendre le temps d'accueillir une personne. Et dans cet accueil-là, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Il se passe des informations, des réactions. Et ces réactions, d'où est-ce qu'elles viennent, tu penses? Elles se manifestent à travers le champ subtil, c'est le champ énergétique. C'est l'émanation cellulaire qui va avoir des réactions énergétiques, psychologiques ou spirituelles que tu vas capter et que tu vas faire par le biais du décodage intuitif, de la déprogrammation des soins. Tu vas parvenir justement à amener un plus grand calme. Quand tu fais les techniques énergétiques et les techniques d'auto-guérison sur un partenaire sur toi-même, c'est la même chose dans l'introduction en ligne. Donc, dans ce sens-là, quand tu dis comment fait-on pour lire le champ énergétique, ben, je te demande à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que moi, ce que je viens de te montrer avec l'introduction en ligne, par exemple, c'est qu'on a déjà vu très bien clairement ça. Quand on travaille ces chakras, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Ben, les chakras, finalement, c'est ouverture, fermeture, etc. Il y a plein de techniques qui nous sont enseignées pour faire un travail de soins sur le champ énergétique, mais aussi de décodage et de déprogrammation et de soins, parce qu'on comprend à la fin du module qu'il est possible d'intégrer le décodage, déprogrammation et soins pour faire tracer ces chakras. Alors, qu'est-ce que tu penses que tu fais quand tu fais une lecture des chakras? C'est une lecture du champ énergétique, mais plus élaborée que moins élaborée. Donc, c'est quelque chose de plus élaboré à quelque part. Quand on fait un travail sur les subpersonnalités, d'où est-ce que viennent les subpersonnalités? Les subpersonnalités sont des manifestations mémorielles qui animent ton champ subtil. Donc, à quelque part, quand tu fais un travail sur ces mémoires-là et dans lesquelles tu fais un travail sur les chakras qui animent ces mémoires-là, tu fais un travail sur le champ subtil, sur la déprogrammation des mémoires cellulaires qui sont associées à ces subpersonnalités-là. C'est pour ça que, toi, la question me surprend parce que j'essaie de comprendre quelque part ce que tu veux me dire. Peut-être que tu peux me préciser un peu ce que tu veux dire parce que, finalement, pour moi, tout l'enseignement que tu as suivi jusqu'à maintenant, ça parle de ça. Ça te parle de comment faire. Donc, si tu me dis que tu ne comprends pas, ça veut donc dire quelque part que tu n'as pas compris que tout ce qu'on faisait était un travail qui était sur du champ subtil. Peut-être que tu peux me préciser. Non, mais c'est bien que tu cherches à comprendre. Puis c'est certain qu'à quelque part, il faut bien comprendre une chose, c'est que tu sais, par exemple, je vais te donner des exemples, moi, qui m'ont toujours fasciné, puis ça fait quand même plusieurs années que je suis dans la pratique intuitive. Puis des gens qui me disaient, est-ce que tu vois les couleurs de l'aura? Puis moi, ça me fait toujours sourire. Parce que les couleurs de l'aura, c'est le premier degré de développement des habiletés intuitives quand on s'y attarde, là. C'est-à-dire que on va voir des couleurs. Les couleurs, qu'est-ce que c'est? C'est des informations qui sont pas précises. Maintenant, quand on est capable de dire je vois une mémoire provenant d'autres vies X, Y, Z, ben, à mon sens, à moi, cette information-là qu'on est capable de donner à la personne et qu'on est capable de lui expliquer, qu'on est capable de faire des liens avec son vécu, ben, quelque part, on est en train de lui donner une information beaucoup plus précise que si on lui disait qu'on voit la couleur jaune.
Alors, c'est là quelque part que c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de vision limitative, je dirais. Et ça, c'est là qu'on tombe dans la théorie humaine. On a des concepts théoriques qui sont très valorisés. Comme par exemple, voir l'aura, c'est voir les couleurs de l'aura. Alors que finalement, si je dis moi que je vois beaucoup plus que les couleurs de l'aura parce que je suis beaucoup plus précis, ben, il me semble que c'est plus efficace et c'est plus compétent que quelqu'un qui ne voit que les couleurs de l'aura. Mais pour beaucoup de gens, les couleurs de l'aura, ça leur donne l'impression que c'est plus important de voir les couleurs de l'aura que de voir toutes ces informations-là. Alors, c'est là que ça devient intéressant de comprendre comment la psychologie humaine, elle fonctionne avec des concepts théoriques au départ. Et ces concepts théoriques-là proviennent beaucoup des écoles ésotériques. Les écoles ésotériques utilisent beaucoup de termes qui sont théoriques, comme les annales akashiques, justement. Et, à quelque part, l'être humain va en faire des concepts intellectuels qui vont faire qu'on va pas être connecté avec la réalité, on va être connecté avec le concept intellectuel. Et ta question est intéressante, France, dans ce sens-là, parce qu'elle nous amène à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'on fait. Hein? C'est quoi que je fais? Est-ce que je fais une lecture de champ énergétique? Parce que quelque part, la conception qu'on en a intellectuellement parlant nous éloigne, en fin de compte, de ce qui est la réalité, tu vois. Et c'est là que ça devient intéressant de bien comprendre cet aspect-là, je dirais. Parce que ça nous permet de mieux comprendre véritablement le travail à ce moment-ci. Voilà. Alors, je ne voulais pas te gêner, France, en te disant ça, hein. Donc, c'était simplement que j'essayais de comprendre pour bien mettre en évidence à quelque part, bien comprendre la question, puis surtout bien comprendre les difficultés que tu avais, parce que ça veut dire quelque part qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans mon enseignement. C'est dans ce sens-là, quelque part, que je vais te mettre en évidence ça. Donc, OK, c'est bien. OK, est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on termine? OK, donc si vous voulez bien, je vais donc m'arrêter ici pour ce soir, oui. Donc ce soir pour les Québécois, pour les gens du Québec, à 19h30, vous avez le webinaire. Donc je sais qu'il y a des Québécois qui sont présents dans la salle, donc c'est pour ça que je vous le rappelle. Si vous êtes intéressé à répondre, on ne va pas reprendre le thème de la conférence en totalité, mais on va en parler un petit peu et je répondrai aux questions si vous en avez à ce moment-là. Donc d'accord, alors je vous souhaite une très belle fin de soirée à chacun d'entre vous et une belle après-midi pour les gens du Québec. Au revoir. Il fait très beau au Québec en passant, donc profitez du soleil. C'est ce que je m'apprête à faire, moi, de mon côté. À très bientôt. Au revoir.